Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde. Alors j'aime bien le titre, puisque le titre c'est l'externalisation de la paye avec 3 points d'interrogation sur la question. C'est un long fleuve tranquille. Bon, globalement, vous avez déjà la réponse, mais on va rentrer un peu plus dans le sujet, puisqu'en effet, la table ronde est consacrée à avoir un focus sur l'externalisation de la paye. Donc, on va en parler pendant 45 minutes et puis vous avez toute l'attitude, évidemment, pour poser vos questions et puis on y répondra à la fin. Euh, donc, un focus sur l'externalisation de la paye. Plutôt, l'orientation, c'est plutôt pour les entreprises moyennes et grandes entreprises, puisque c'est des marchés, et Alexis pourra nous en parler tout à l'heure, c'est des marchés qui sont très différents en fonction de la taille de l'entreprise. Là, on va focuser plutôt sur les entreprises moyennes, c'est-à-dire au-dessus de 500 salariés, jusqu'aux très grandes entreprises. Voilà, pour cette table ronde, alors moi je suis l'animateur, donc ce n'est pas moi le sachant, mais pour cette table ronde, je suis accompagné d'une belle table ronde. En fait, j'ai deux experts que sont Sandrine Ligier, qui est une manager chez Altea et qui intervient assez régulièrement sur des schémas directeurs, sur des phases de cadrage, justement, pour aider nos clients, puis elle parlera un peu d'Altea quand même, mais pour aider nos clients à à identifier l'opportunité de faire évoluer les organisations, de faire évoluer leur système d'information paye et RH. Donc, elle aura une bonne vision de ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis, je suis accompagné aussi du deuxième expert, qui est Alexis, qui fait partie de Xerfi. Et puis, je donnerai la parole juste après, qui a sorti, c'est toi, Alexis, qui a travaillé sur une étude qui est très complète. Et je vous invite à aller sur leur site pour regarder cette étude sur finalement le panorama des sujets SIRH et de l'externalisation au sens large et avec une prospective 2022. Donc, tu auras l'occasion de nous donner ta vision d'expert et de sachant. Et puis, j'ai deux témoins importants aussi, parce qu'il n'y a pas que les experts qui peuvent parler. C'est vraiment deux témoins qui ont vécu un projet d'externalisation de la fonction paye. Donc, c'est intéressant de savoir comment ils l'ont vécu, là où ils ont souffert, ce qu'ils feraient autrement. Et donc, c'est très important d'avoir cette vision-là. Donc, je suis accompagné par donc Nathalie Libert, qui est une DRH de longue date sur de nombreuses structures françaises et européennes, qui a la particularité, alors j'ai bien aimé dans votre bio, d'avoir été directrice commerciale. Et donc, ça, c'est, je pense, très important pour une DRH d'avoir aussi cette vision business. Et puis, j'ai bien aimé la phrase que vous m'avez donnée sur votre vision DRH, qui est de mixer finalement la performance et le respect de l'individu. Et voilà, ça dénote un peu qui vous êtes, mais vous allez nous raconter tout à l'heure comment vous avez vécu le projet et si c'était à refaire, comment le refaire. Et puis, Gaëtan Daven, chez Ineris. Alors, Ineris, tout le monde ne connaît pas Ineris, c'est un organisme public. Alors, je prends mes notes. Institut national de l'environnement industriel et des risques. Et vous parlerez un peu tout à l'heure du contexte un peu d'Ineris. Vous êtes rattaché, donc c'est un organisme qui est rattaché, je crois, au ministère de l'écologie. C'est Et à bien la ça. transition écologique, enfin maintenant c'est un peu long, c'est MTES. Et vous, alors vous êtes pas un acteur paye ni RH, vous êtes plutôt un acteur achat et juridique. C'est Et bien vous ça. avez, et vous avez aussi vécu un projet, alors depuis le début, et puis vous donnerez un peu ce qui se passe et ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, mais avec un œil plutôt achat juridique. Et je pense que c'est bien de mixer ces différentes visions. J'en profite juste pour passer la parole à Sandrine, si tu veux passer un petit message, alors là, tu as la pression, sur Altea, qui on est. Mais alors, 30 secondes. Bonjour, donc Sandrine, moi je suis manager au sein du cabinet Altea, comme vous a présenté David. Donc Altea est un cabinet de conseil en fait qui est spécialisé dans l'accompagnement des fonctions transverses des entreprises, dans leur stratégie, mais également jusqu'à la définition opérationnelle en fait de cette organisation-là. On est un acteur qui est référent sur le marché. On a fêté nos 15 ans du coup l'année dernière.
On a environ 180 consultants, ce qui représente à peu près 23 millions de chiffres d'affaires. Et on est organisé en 2 gros pôles. Donc, un pôle RH, donc, qui va s'occuper de tout ce qui va être la transformation paye, workforce management pour toute la partie gestion des temps et HCM également pour la partie human capital management, pour tout ce qui va être les formations, les entretiens, tout ce qui tourne autour des collaborateurs. Également un pôle, donc FAO, que connaît aussi très bien David, donc il a finance, achat, opération, qui elle est plutôt sur tout l'accompagnement des entreprises, sur ce qui va être le plan financier, achat et supply chain. Et au-delà de ça, on a aussi donc 2 cabinets en fait en région, donc sur Lyon et sur Nantes, qui permet en fait de pouvoir couvrir tout le territoire français, mais également aussi sur des missions vers l'international. Et Alexis qui va nous parler un peu de Cerfi, mais surtout de l'étude que vous avez sortie en fin d'année dernière autour de la prospective paye et SI paye. Alexis, tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît. Alors, très brièvement, Xerfi est le leader des études sectorielles en France avec plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, nous proposons des études avec une forte promesse de valeur en termes d'analyse économique et stratégique, et nous avons un catalogue de plus de 600 titres. Alors, nous avons voulu faire cette étude sur le marché de la paye pour mettre en avant ces perspectives, la cartographie des acteurs qui interviennent de près dans l'externalisation de la paye et les stratégies qu'ils déploient voilà, pour s'imposer sur ce marché. Merci Alexis, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à Sandrine, qui est une de nos expertes, de nous faire un peu une vision de ce qu'est l'externalisation de la paie. Quand on parle d'externalisation, certains confondent avec le SaaS, l'externalisation du SI. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'externalisation de la paie, ce qu'est le BPO, et nous éclairer un petit peu, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on parle du BPO, donc le Business Process Outsourcing, donc l'externalisation d'une partie ou de la totalité d'un process, il faut déjà bien prendre en compte qu'il y a plusieurs niveaux d'externalisation. Donc, on a l'externalisation de l'outil, donc du système d'information, donc qu'on voit régulièrement de plus en plus, donc qui est souvent le mode SaaS ou le cloud. Et on a également aussi l'externalisation de certains processus qu'on va appeler un petit peu chronophages au sein des entreprises, comme la gestion des arrêts maladie, les affiliations aux caisses de mutuelles, prévoyance, et également, donc, du coup, le terme qui nous attrait aujourd'hui et qui nous intéresse, c'est le BPO, donc, qui est l'externalisation de la fonction paye, donc c'est-à-dire la réalisation du traitement de votre paye du début jusqu'à la fin, jusqu'au déclaratif, par un prestataire extérieur. Au-delà de ça, on peut voir aussi qu'on a un autre niveau aussi sur le BPO. On peut avoir du full BPO, c'est-à-dire jusqu'à même avoir une externalisation de tout ce qui va être les calls, le mail center, donc c'est-à-dire d'avoir également des acteurs qui vont être en contact avec vos collaborateurs en lieu et place de collaborateurs en interne dans votre entreprise. Donc le BPO, voilà, on a différents niveaux d'externalisation de BPO, différentes façons aussi de le mettre en place, comme on le verra par la suite. Donc, il faut bien recerner en fait la différence entre l'outil, donc votre système d'information, et le process, qui est plutôt le process métier, donc la réalisation de vos payes ou de certaines tâches qui peuvent être plutôt chronophages et qu'on souhaite externaliser pour sécuriser. Ok, alors vous l'avez compris, hein, le BPO de paye est un des scénarios d'organisation. On en parlera juste après, hein, par rapport aux différents scénarios que l'on voit sur le marché. Mais il y a un graphique qui m'a intéressé. Alors, il n'y a pas qu'un graphique, évidemment, Alexis, mais il y a un graphique qui m'a intéressé et c'est une bonne introduction sur les préoccupations des responsables de paye. Et donc, si on peut mettre le premier graphique, Alexis, si tu peux le commenter un peu de nous commenter finalement les préoccupations de ces responsables de paye et qui peuvent générer justement des projets d'externalisation de paye du fait de ces préoccupations. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de revenir un petit peu en introduction sur les priorités globales des responsables de paye, parce que ça donne un premier aperçu des motifs susceptibles de les inciter ou non à externaliser cette fonction. Ce qu'on voit, c'est que finalement, des problématiques, les principales préoccupations des responsables de paye sont avant tout d'ordre réglementaire, et ce sont ces aspects qui dominent sur d'autres priorités qui sont quand même là, hein, mais qui sont, elles, plus opérationnelles. On voit que la première préoccupation des responsables de paye est d'assurer une paye conforme à la législation, et que cela devance de peu un sujet proche qui est la volonté de limiter les erreurs
et de fiabiliser les processus de calcul de la paye. Cette hiérarchie n'est pas forcément très surprenante. La paye est un sujet complexe et qui est très lié à la réglementation. Et il y a régulièrement des évolutions réglementaires. Je pense par exemple au chômage technique ou au prélèvement à la source. Il y a régulièrement des évolutions réglementaires qui viennent complexifier le calcul de la paye, ou en tout cas qui nécessitent un travail d'adaptation des responsables de paye. Ce que l'on sait, c'est que la plupart d'entre eux estiment qu'ils arrivent plutôt bien à s'adapter à temps, mais qu'il y a tout de même régulièrement des approximations, des erreurs, en tout cas des retards dans cette adaptation au changement réglementaire. Donc, il n'est pas étonnant que ce soit ces aspects qui dominent dans les priorités des responsables. Après, dans un second temps, on voit arriver le fait de la volonté d'assurer la qualité des données, donc un sujet un petit peu encore réglementaire avec l'aspect RGPD. Et après, enfin, des problématiques, comme je disais, plus opérationnelles, par exemple la volonté de gagner en productivité. Ok, alors oui, c'est vrai que la législation, alors tout le monde n'a pas une vision de la complexité, enfin si, ceux qui travaillent ici, mais au niveau mondial, je pense que la paye française est l'une des payes les plus compliquées au monde, je pense avec le Japon aussi, ça c'est peu, mais le Japon a une paye très très compliquée, l'Allemagne aussi pas très facile, mais je pense on est vraiment leader mondial sur la complexité de la paye, d'où ces premières préoccupations. Et c'est vrai, par rapport aux études que l'on mène, on le voit assez régulièrement, on a une paye globalement dans une organisation à peu près 3-4%, 2-3% d'erreurs de paye chaque mois. Et on commence à avoir une vraie complexité quand on passe les 5%, mais ça veut dire que cette complexité amène justement des erreurs de paye et qui ont des effets peut-être plus importants. Merci Alexis. Sandrine, alors là on parle d'organisation de paye, on parle de BPO. Toi qui as l'habitude de rencontrer les DRH et accompagner ces DRH sur les cibles organisationnelles, c'est quoi les grands scénarios? Après on parlera du marché du BPO, mais est-ce que le BPO est un scénario majeur, ou c'est quoi les organisations de paye que l'on rencontre habituellement chez nos clients? Alors, c'est vrai que depuis quelques temps, en fait, on constate beaucoup, et on le voit au travers de nos missions, que oui, alors on parle d'externalisation de BPO, mais aussi globalement, alors il y a le CSP. Alors le CSP, c'est quelque chose qui est connu et qui est mis en place dans des grosses entreprises, mais il y a une vraie envie aussi déjà de se réorganiser en interne. Alors il y a eu l'effet aussi crise sanitaire qu'on a vécu, qui a joué, hein, où on a senti aussi ce besoin un peu de se recentrer les fonctions. Et le CSP est vraiment aussi dans les demandes qu'on constate régulièrement. Alors, sous différentes formes. Donc, on a les CSP qu'on a connus, qui sont les CSP avec des équipes, un service vraiment partagé au sein des entreprises. Mais on voit aussi des tendances vers des CSP un petit peu plus digitalisés via des CSP virtuels, en profitant aussi de la mise en place des nouveautés, des outils aussi qu'il y a sur le marché, et en essayant aussi d'optimiser au maximum pour sécuriser, comme disait tout à l'heure aussi Alexis, hein, le but c'est de sécuriser sa paye, sortir une paye juste et le plus rapidement possible, en se réorganisant, mais en se réorganisant, en simplifiant aussi, en recherchant à simplifier les processus, et en le faisant en fait de cette manière-là au niveau CSP au sein de l'entreprise. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les entreprises maintenant, elles ont plus aussi pas qu'un regard sur la France. On voit quand même qu'on a des groupes où il y a la pression aussi internationale, Europe aussi qui va rentrer en compte. Et du coup, il y a une vraie réflexion de pouvoir harmoniser l'ensemble de ces processus au sein même de l'entreprise. Donc, à différents niveaux, qui vont être au niveau groupe de l'entreprise, mais également au niveau local pour rester toujours proche du collaborateur, sans perdre aussi en efficience, mais en gagnant en sécurité. Et aussi également au niveau, pour répondre à un marché donc international, parce que dans les groupes, c'est vrai que, comme disait David, hein, il y a des pays qui sont déjà peut-être plus ou moins développés en termes d'externalisation. On voit en Belgique, par exemple, on a un taux d'externalisation qui est important. Donc, pour eux, ils sont habitués à ce mode-là. Ils ont du mal aussi à comprendre pourquoi en France, la paye est aussi fastidieuse, il y a autant de complexité, et comment arriver à avoir une organisation qui soit commune pour gagner en efficience.
Donc, on a quand même toujours cette vision un peu d'organisation en mode centralisé, avec en profitant, comme je disais, donc, des nouveaux outils modernes de digitalisation pour après préparer en fait la première approche pour passer le cap, en fait, je dirais, de l'externalisation. Donc, pour moi, en fait, le CSP ou les CSP sur les différents modes qu'on peut voir permettent la mise en place de l'externalisation par la suite. On commence déjà à faire une adaptation de ces processus et de faire un peu un effet miroir avec le futur prestataire. Alors, ouais, je pense que c'est important de montrer en tout cas que le BPO n'est qu'un scénario parmi différents scénarios d'organisation qui sont toujours très liés au métier, à l'histoire, à la culture. Et donc, ce qui peut être intéressant, en effet, c'est d'avoir la vision d'Alexis, de Cerfi, par rapport à ce qu'ils ont pu montrer dans leur étude. C'est quoi aujourd'hui la maturité de ce marché du BPO? Je le rappelle, sur les grandes entreprises ou les moyennes. Et si on peut afficher, je crois, le graphique numéro 2, Alexis, je te laisse la main peut-être pour le commenter et nous donner un peu la vision du marché finalement sur les principaux moteurs de l'externalisation de la fonction. Oui, effectivement, alors c'est vrai que si on regarde un petit peu les moteurs précis des destinations de la gestion de paye au sein des entreprises, alors une petite précision méthodologique avant d'aller plus loin. Les données que je présente ici sont tirées d'une enquête réalisée auprès de 3000 entreprises réparties dans 11 pays européens. Alors, on est sur un paramètre un peu plus large que la France. Elles sont intéressantes, elles mettent des choses pertinentes en avant, mais comme on l'expliquait tout à l'heure, il faut garder en tête qu'il y a des écarts entre les pays, juste pour rappeler ce point-là. Alors, on voit que les principaux moteurs de l'externalisation de la gestion de paye au sein des entreprises sont de 3 ordres. Ils sont opérationnels, ils sont stratégiques et ils sont financiers. Opérationnels parce qu'il y a la volonté de réduire la charge administrative pour le personnel interne en le déchargeant d'une fonction chronophage. Il y a aussi le souhait d'assurer une continuité des activités RH en cas de perte de personnel. Il y a également des problématiques plutôt stratégiques. En se recentrant sur d'autres activités, en externalisant la gestion de la paye, l'entreprise se décharge d'une activité qui peut être jugée peu stratégique pour recentrer ses ressources humaines, financières sur d'autres processus jugés plus prioritaires. Après, on voit également des problématiques davantage financières avec la volonté de réduire les coûts. Il est quand même plutôt avéré que recourir à un prestataire externe permet effectivement de faire des économies. Ça peut aussi avoir des intérêts sur le plan comptable puisque, par exemple, en externalisant sa paye, on peut transformer une charge fixe, les salaires, en charge variable via le recours à un prestataire externe. Donc voilà, on voit 3 grandes motivations dans l'installation de la gestion de paye, comme je disais, opérationnelle, stratégique et financière. Alors, je vais te laisser la main avant de passer la parole à Sandrine sur justement sa vision du marché. Si on peut afficher le graphique 3, parce que c'est un point quand même important et on le souligne assez peu, c'est la progression du salaire d'embauche des gestionnaires de paye qui a une inflation assez forte depuis quelques années, qui génère justement certaines complexités à recruter, qui génère aussi du turnover et qui finalement ne facilite pas les services de paye à avoir une équipe stable et qui permet de garantir un certain niveau d'expertise. J'avais comme vision cette progression, mais pas à ce point-là. Alexis, si tu peux nous en dire 2 mots. C'est vrai qu'on voit une inflation très forte au niveau des salaires des gestionnaires de paye. Par exemple, l'indicateur choisi ici, qui correspond au salaire d'embauche brut d'un gestionnaire de paye en Île-de-France, on voit que cette rémunération est passée d'une fourchette de 28 000, 34 000 euros en 2017 à 30 000, 40 000 euros en 2020. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Finalement, ça traduit une pénurie de gestionnaires de paye formés en France. Une pénurie qui s'explique pour plusieurs raisons. C'est un métier jugé technique qui, du coup, peut peiner à attirer des candidats. C'est également un métier qui est en première ligne sur un sujet sensible, la paye, en cas de problèmes de calcul, en cas de retard de versement. C'est le gestionnaire de paye qui est directement confronté aux plaintes des salariés. Ça peut rebuter également certains candidats potentiels. Enfin, une troisième explication qui est régulièrement apportée pour
justifier cette pénurie, en tout cas l'expliquer, c'est le manque de cursus dédié en France sur la formation du gestionnaire de paye. Et ça va avoir une conséquence importante sur le choix d'externaliser ou pas la paye, puisque ça renchérit le coût d'une gestion interne de la paye. L'entreprise embauche plus cher des gestionnaires de paye, mais elle est également contrainte de revaloriser régulièrement les salaires des gestionnaires de paye qu'elle dispose pour les fidéliser et pour limiter son turnover. Il y a également un aspect moins financier, mais qui est également lié à ce sujet. Les entreprises sont également souvent contraintes de former elles-mêmes leurs gestionnaires de paye. Et ces deux problèmes, alors, le renchérissement des salaires des gestionnaires de paye et la nécessité de les former soi-même, ces deux problèmes peuvent clairement inciter les entreprises à privilégier l'externalisation de la fonction de paye pour justement échapper à ces complications. Ouais, on dit souvent que la paye, finalement, c'est un job anti-chômage. Et c'est vrai, maintenant, si vous avez des ados, vous pouvez les orienter là-dessus. Je pense qu'ils seront rarement au chômage, sauf quand il y aura le machine learning qui arrivera, mais on a un peu le temps. Sandrine, avant de passer justement la parole à nos témoins, qu'est-ce que tu vois, toi, sur le terrain, dans le cadre de tes clients, sur leur appétence justement au BPO, et puis leur réflexion avec souvent des mauvaises réflexions, souvent des bonnes réflexions, parce qu'on est vraiment sur un marché finalement en France, sur les moyennes et grandes entreprises, encore, je dirais, à 10% d'externalisation de la paye, versus en Belgique, c'est 99%, voire 100%. Mais c'est quoi le constat sur le marché? Est-ce que d'abord, tu vois une émergence des réflexions sur le BPO, et puis est-ce qu'ils prennent les réflexions dans le bon sens? Oui, tout à fait. Merci David. Donc oui, alors comme tu disais, c'est vrai que en fait, tout ce qui va être le BPO, déjà des outils, l'externalisation des outils, on est à peu près sur le marché des entreprises de plus de 1000 salariés à 90% de ces entreprises-là qui ont externalisé leurs outils. Sur la partie fonction, donc fonction de traitement de la paye, c'est plutôt un sujet qui est plutôt naissant en fait en France, qui n'est pas encore mature. Mais en fait, du fait de tous les événements qu'on a pu constater, la crise sanitaire qu'on vit en fait depuis l'année dernière, ont montré en fait que la législation, le fait de pouvoir répondre rapidement, tous les décrets qui changent régulièrement, et comme soulignait aussi Alexis, la fonction paye, ce sont des collaborateurs qu'on a du mal à trouver sur le marché, d'avoir aussi de bons collaborateurs. Et donc, du coup, en fait, le risque pour les DRH, c'est d'avoir une paye qui sort qui n'est pas conforme, en fait, et qu'on ne paye pas donc les charges aussi au bon montant, et avec des risques de redressement. Donc, du coup, en fait, c'est vrai que le sujet, on l'a vu, et nous, on l'a vécu aussi au travers de nos clients qui ont vécu une année compliquée, avec du retard dans les payes, par faute de prise en compte de nouveaux décrets. Du mal à traiter aussi tous les changements parce qu'en fait, au-delà de la crise sanitaire qu'on a vécue, on a quand même depuis ces dernières années, la DSN qui est venue aussi se greffer avec une technicité, qui est importante, une demande aussi, d'évolution, en termes de formation des gestionnaires, donc un coût, également. On a le PASS après qui est arrivé, donc en fait, on le voit, en France, on a quand même une législation, qui est très mouvante. Et de ce fait, du coup, qui demande aux entreprises de pouvoir s'adapter, de continuer à sortir une paye qui soit correcte et conforme. Et aussi, également, comme on le dit, pour les DRH, du coup, en fait, c'est vrai que la paye n'est pas un sujet stratégique actuellement, c'est plutôt tactique, en fait. Et du coup, la stratégie des DRH, c'est de se recentrer plutôt sur la gestion de leur capital humain, de tout ce qui va être les formations, l'intégration de nouveaux collaborateurs, enfin, plutôt travailler sur cette croissance-là. Et du coup, leur réflexion s'oriente de plus en plus vers une externalisation pour toutes les raisons qu'on a vues, comme disait Alexis, le coût des salaires qui augmente, la législation qui est complexe. Il y a également aussi toute aussi la digitalisation qui vient, qui rentre en compte. Et également, comme disait aussi tout à l'heure David, on a le RPA aussi, le machine learning qui vient aussi, qui arrive aussi progressivement, donc qui n'est pas encore là. Mais c'est un marché où on a la conviction que d'ici 2 ans, ça va s'accélérer. Et on le voit sur l'ensemble des missions qu'on peut faire sur des études amont.
le mot d'externalisation est un sujet qui revient régulièrement de la part de nos DRH, que ce soit dans un premier temps sur un process, comme on a vu, comme il y a différents niveaux d'externalisation, qui peuvent être les IGSS, déjà dans un premier temps, pour basculer à court, moyen terme vers une externalisation complète de la fonction. OK. Oui, en effet, on a cette conviction, en tout cas chez Altea, que c'est un marché qui est un marché aujourd'hui assez faible, hein, 10% à peu près des CRH du SBF 250 globalement enfin des payes sont externalisées. Donc, mais on sent une vraie réflexion, c'est plus un tabou comme on pouvait l'avoir avant. Merci aux experts. Maintenant, on va passer la main aux témoins. Honneur à Nathalie. Et je suis désolé, mea culpa, j'ai oublié 2 choses importantes vous concernant. Vous avez été en 2018 élu DRH entrepreneur de l'année. Alors, moi, j'ai pu le donner, je crois, ce prix en 2016, mais donc c'est vraiment vous êtes élu par vos pairs pendant ces moments-là. Et puis, vous avez présidé le cercle des DRH entrepreneurs. J'aime bien ce terme DRH entrepreneur, mais je voulais absolument le dire. Donc, mea culpa, et j'avais souligné sur mes papiers, mais je n'avais pas dit. Nathalie, à vous de nous raconter un peu déjà l'histoire du projet, le why du projet, le contexte, parce que vous êtes dans un cadre de projet chez Léo Pharma, donc international, avec une vision d'acteurs qui n'ont pas obligatoirement la vision d'une paye complexe en France. Hein, normalement, ça doit aller vite. Et on s'est connus à ce moment-là, dans la préparation de ce projet. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le contexte, le why du projet, pourquoi externaliser et comment vous avez affiché un peu ce projet à vos équipes? Merci, vous m'entendez? Très bien. En effet, pour replacer le contexte, un mot sur Léo Pharma, qui est un laboratoire pharmaceutique qui a amorcé un grand virage déjà depuis quelques années pour aller vers les biothérapies, les maladies rares, et donc une stratégie à forte croissance avec des lancements de produits. Donc dans ce contexte international, puisque Léo Pharma est un laboratoire international, à peu près 6 000 collaborateurs, et bien cette stratégie demandait aussi de moderniser les fonctions support telles que la finance, la comptabilité et la RH. En ce qui concerne la France, donc l'équipe RH était constituée par pôle d'expertise avec le juridique, la paye, la formation, le recrutement, et chacun dans son domaine d'expertise. Pour ce qui concerne les équipes paye, il y avait au début du projet à peu près l'équivalent de 4,5 FTE, équivalent temps plein, pour gérer à la fois la paye et l'administration du personnel, avec la particularité d'avoir 3 grands types de population: le siège, fonction sédentaire, les délégués médicaux sur le terrain, et puis un site de production avec, et je le cite puisque ça a des spécificités en termes de paye, des équipes en 3-8, du travail le week-end, etc. Donc, une paye assez complexe et une paye qui est réalisée en interne à l'époque avec un outil issu d'une petite société. Et en fait, quand j'ai rejoint Léo Pharma, j'ai réalisé un petit audit qui rapidement m'a fait prendre conscience du fait qu'on avait des trous dans la raquette, qu'on n'avait pas de réglementaire de paye à jour, on n'avait pas de process écrit, et il y avait un risque pour l'entreprise à maintenir cette paye. Ça, c'est en ce qui concerne la France. Et puis, la genèse de ce projet, j'évoquais la stratégie de Léo Pharma de croissance et de transformation finalement. Donc, pour la fonction RH, l'idée, c'était vraiment de moderniser la fonction. Le nom du projet qui avait été donné s'appelait le projet One HR, avec 3 objectifs: de digitaliser vraiment les process RH, ensuite d'améliorer l'expérience collaborateur, au travers d'une solution employé centrale, un point de contact unique pour les collaborateurs, et puis bien sûr, vous l'évoquiez dans l'étude, d'apporter plus de services et de valeur ajoutée auprès des managers, des collaborateurs. Donc, ça s'est traduit en termes d'outils par le choix d'externaliser la paye, de mettre en place un SIRH et de créer des interfaces entre les différents outils, paye, gestion des temps, recrutement, gestion de la performance, etc. Donc, c'est un projet très ambitieux qui, normalement, devait, et qui
se décliner sur l'ensemble des grands pays. Et il se trouve que la France était la plus grande filiale, et de loin en termes d'effectifs, de chiffre d'affaires. Donc normalement, on ne met pas le plus grand pays en premier. Mais il se trouve, puisqu'on m'a confié la direction de ce projet pour la France, que j'ai demandé à ce que la France soit pilote. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on essuie les plates quand on est pilote sur un projet comme celui-là, mais au moins, on a l'avantage de pouvoir finalement demander des spécificités, d'ajuster l'outil et de le paramétrer au plus près de vos attentes, plutôt que quand on arrive en fin de parcours. Donc, la France a donc été pilote sur l'externalisation de l'outil Pay chez Léo Pharma. Ouais, parce que vous étiez DRH d'ailleurs, pas que de la France, hein, d'un cluster du Benelux et du Canada. Et donc, Oui. c'est la France qui a été choisie. Oui. Pas la plus simple d'ailleurs. Non, alors c'est d'ailleurs pour ça qu'il a vraiment fallu discuter avec les équipes projet corporate, parce que ils avaient effectivement, et vous l'avez évoqué, en tête que la France avait la paye la plus complexe de toutes les filiales. Elle était le pays le plus réglementé. Ils l'avaient entendu, mais on pourra en reparler plus tard. Ils n'avaient pas forcément totalement intégré. Ouais, vous m'aviez dit d'ailleurs en off, le danois est très viking dans l'esprit. Et donc, on déroule, on déroule. Et puis, évidemment, sur la France, comme un viking, on déroule et ça devrait bien se passer. Mais on verra après. Et comment vous avez annoncé ce projet qui touche finalement les 4,5 ETP, les personnes qui font la paye au jour le jour? Comment vous leur avez expliqué et quelle perspective vous leur avez donné post-projet? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Alors d'abord, comme ce projet était relié à un projet de transformation de la fonction RH, il était communiqué depuis le plus haut niveau de l'entreprise, et toujours avec cet esprit de modernisation et de transformation. Il se trouve que les équipes ne parlent pas toujours anglais et que toute la communication du groupe se faisait en anglais. Donc, j'ai vraiment eu à cœur évidemment, d'essayer de traduire, mais pas seulement de manière littérale, mais vraiment d'exprimer le sens de ce projet aux équipes. Bien évidemment, il y avait des inquiétudes, des attentes, des craintes par rapport à leur fonction, par rapport au devenir de leur métier. Je me suis vraiment attachée à relier le projet, vous l'évoquiez tout à l'heure, à la stratégie de l'entreprise, puisque d'annoncer à une équipe paye qu'on externalise la paye, c'est finalement quelque part leur annoncer qu'ils vont perdre leur emploi, je veux dire, si on raisonne comme ça. Donc, j'ai vraiment joué carte sur table avec l'équipe, sans faire de fausses promesses, en leur expliquant, que ce serait de toutes les façons un projet extrêmement intéressant pour eux, enrichissant en termes de parcours, en termes de compétences, qu'à l'issue de ce projet, elles auraient différentes possibilités, soit effectivement de pouvoir rester dans l'aventure, mais avec un métier qui allait évoluer, soit de faire d'autres choix, mais on a été très transparent. Mais ce qui était extrêmement important, c'est de donner du sens à ce projet et vraiment de montrer la contribution de l'équipe dans finalement l'évolution et la transformation de l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet, la communication aux équipes, parce que c'est un peu, est-ce que je scie la branche sur laquelle je suis assis? C'est mon métier et demain, ce métier va être externalisé. Souvent, c'est quelque chose qui est assez maltraité ou qui est repoussé. Et c'est un point clé dans le cadre des projets pour avoir des personnes motivées sur le projet. Le projet, je l'ai vécu un peu à vos côtés. Il a duré 1 an de plus. Donc, c'était plus compliqué que les Vikings prévoyaient. Comment ça se fait? Pourquoi d'abord 1 an de plus et comment s'est absorbé cette année de plus? Comment vous avez absorbé finalement ce décalage? Alors oui, en effet, le projet a pris beaucoup de retard. On s'était rencontrés au début et on était parti sur un projet qui devait durer à peu près 6 mois, qui devait démarrer à une date donnée. Et puis, on a eu un lancement de projet qui s'est très, très bien passé. Et puis, comme j'expliquais, il s'inscrivait dans un contexte global de transformation. Et en réalité, il y avait des sous-projets et l'externalisation était un de ces projets. Et je précise aussi que c'était le
le premier gros contrat que Léo Pharma signait avec le prestataire, le partenaire. Et il y a eu finalement à ce niveau-là un gros retard pour vraiment finaliser la signature du contrat, qui était très complexe. Et puis, un deuxième point, c'était les ressources au niveau corporate, les ressources IT informatiques, qui n'étaient pas prêtes. Et on pourra en reparler dans les enseignements, puisque c'est extrêmement important quand on démarre ce type de projet, qu'il y ait un alignement complet des différents métiers, des différentes équipes projets, que ce soit informatique, accompagnement du changement, technique, expertise, parce qu'on doit avancer, on a une feuille de route, on est censé, on interagit et on doit vraiment avancer ensemble. Et si un des maillons prend du retard, n'est pas prêt, eh bien l'ensemble du projet prend beaucoup de retard. Je me rappelle, en effet, la première fois qu'on s'est vu, je vous avais fait les choses trappes des projets et finalement, malheureusement, ça se rencontre en tout cas sur différents projets. Aujourd'hui, et après on passera à notre deuxième témoin, aujourd'hui les enseignements, si c'était à refaire, vous le referez comment? Même si c'était les Danois qui drivaient, mais c'est quoi globalement les enseignements de ce projet si c'était à refaire? Les enseignements, alors j'évoquais un contexte international, vous avez parlé des Vikings, il faut vraiment avoir cette dimension culturelle et interculturelle en tête, que ce soit dans un contexte international que même national français, puisque chaque entreprise a sa culture et selon avec qui vous allez travailler, il faut s'assurer vraiment que l'on se comprend bien, qu'on a bien intégré toute la notion de planification. Quand on démarre un projet, est-ce qu'on est bien en phase sur tout ce qui est dit et sur les non-dits? Donc, il y a vraiment cette dimension appréhendée. Un autre enseignement et vraiment un conseil pour mes collègues DRH qui souhaitent démarrer ce type de projet, c'est vraiment s'assurer au plus haut niveau qu'il y a une vraie gouvernance des projets dans l'entreprise et pas seulement des projets RH, que c'est un projet stratégique pour l'entreprise. Il y a effectivement une dimension financière. Il faut s'assurer qu'il est traité comme tel et qu'il n'y a pas d'autres projets qui vont venir court-circuiter et prendre le risque de le faire prendre du retard, puisque chaque retard coûte énormément d'argent à l'entreprise. Se faire accompagner de professionnels, évidemment, c'est un enseignement, je ne le regrette pas, absolument. Vous imaginez celui-ci avec une connotation sportive. J'avais préparé mes équipes pour courir un sprint, puisqu'on voulait réaliser dans l'espace de 6-8 mois cette externalisation pour passer à d'autres étapes. Et puis en réalité, on s'est retrouvé à courir un marathon. Donc finalement, si c'était à refaire, j'entraînerais mes équipes pour se préparer à courir un marathon. Merci, c'est une belle image, surtout qu'on va parler de sprint et côté Ineris, c'est le sprint en sens inverse, hein. C'est un projet qui devait durer 6 mois et il a duré 4 mois, mais Gaëtan va nous en parler. Merci beaucoup. On a parlé déjà pendant, on s'est parlé pendant 1 heure, on pourrait en parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Juste un petit message quand même, c'est Northgate à Rinzo qui avait été choisi comme prestataire, qui a plutôt fait le bon boulot, plutôt bonne qualité qu'on a pu constater. Donc, quand des prestataires font un bon travail, il faut le citer. Donc, c'est Northgate à Rinzo qui avait été choisi par Léo Pharma comme prestataire d'externalisation. Tout à fait. Gaëtan, dernier témoin. On garde le meilleur pour la fin, c'est pas vrai, Nathalie. Merci en tout cas. Non, mais le projet est intéressant. Quand je vous ai interviewé, moi, à chaque fois, on me dit le projet était, on avait prévu 10 mois, 8 mois, et puis bon, on dépasse. Vous, c'est complètement l'inverse. Vous aviez prévu 6 mois. Oui, malheureusement. Voilà, et puis on vous a dit maintenant, c'est 4 mois. Et donc, c'est assez rare pour le souligner. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un peu le contexte d'Ineris? Bien sûr, donc Ineris, pour resituer un petit peu notre établissement. Donc, on a un établissement public, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à caractère industriel et commercial. On est effectivement placé sous le ministère du de la tutelle du MTES. Et donc, on a pour vocation à réaliser des études et des recherches dans le domaine de la prévention du risque. Le but étant de prévenir les risques que les activités économiques vont faire peser sur la santé, sur la sécurité des personnes, des biens et également sur l'environnement. On a commencé donc à nous interroger sur la mise en place d'une solution de type BPO en courant 2016. À l'époque, nous étions donc
Bientôt en fin de contrat avec notre éditeur de logiciels de paye. Nous avions une paye interne, donc avec une équipe RH composée de 5 personnes qui effectuait donc un responsable paye et également donc 3 gestionnaires de paye qui avaient chacune donc un portefeuille de direction et de service dans lesquels elles effectuaient toutes les tâches qui étaient liées à l'administration du personnel, au contrôle, à la saisie de tous les éléments variables de paye. Donc en 2016, on a commencé à s'interroger, en effet. Il y avait l'arrivée du prélèvement à la source qui venait. Vous parliez tout à l'heure du cadre réglementaire. On est typiquement en fait dans ce contexte-là, avec une volonté en effet de sécuriser notre paye et de nous conformer de plus en plus aux contraintes réglementaires qui étaient associées à la paye. Donc, on a initié ce projet en fait avec une double ambition en réalité. La première, c'était de pouvoir disposer d'une base de données RH la plus exhaustive possible et qui permettent aux équipes de paye en fait de traiter tous les éléments qui sont liés à la vie du dossier du salarié. Produire, exploiter les différentes données statistiques obligatoires et également donc, tout ce qui est gérer les déclarations réglementaires tant individuelles que collectives qui étaient nécessaires à la conduite des activités liées à la gestion des ressources humaines. Dans ce cadre-là, on souhaitait du coup transmettre à un prestataire externe la responsabilité de cette base de données et la production et le contrôle de la paye. Donc, pour nous permettre, nous, de nous recentrer plutôt sur, en effet, la gestion du personnel, les formations, la gestion des compétences, etc. En sachant qu'en plus, à l'INERIS, on a quand même beaucoup de variables de paye, dans la mesure où on est un établissement public, on est soumis à la convention collective de la chimie, mais on a des salariés détachés, on a peut-être quelques salariés qui sont des thésards, des doctorants, des salariés également qui peuvent venir de l'étranger. Donc, on a différents éléments également variables de paye qui, forcément, du coup, ont rendu un petit peu ce sujet un peu plus complexe. Donc, vous cumulez les complexités quand même. Un petit peu, oui. Donc, vous avez fait un appel d'offres pour choisir votre prestataire. Et ça, étant soumis en effet au code de la commande publique, on a fait un appel d'offres, donc choisir un fournisseur pour nous accompagner. On l'a fait en fait en 2 temps. Dans un premier temps, on était parti sur une première version du cahier des charges, on va dire, dans laquelle on s'est rendu compte en cours de projet qu'on était un peu trop orienté outils et pas assez services. Donc, on a à ce moment-là, en fait, l'équipe projet en charge de ce dossier-là a souhaité s'associer plutôt d'un AMO pour nous accompagner, pour retravailler un petit peu le cahier des charges, pour le rendre le plus opérationnel possible en BPO. Et pour ne pas les nommer, c'était Alter. Pour ne pas les nommer, c'était Alter. OK. Voilà. Donc, à l'issue de l'appel d'offres, on a donc retenu un certain nombre de prestataires potentiels. Et donc, nous avons fini par attribuer, on va dire, courant du mois de juin, le marché donc, aux prestataires actuels. En parallèle… On peut les citer, qui est… ADP, tout à fait, oui, c'est une donnée publique, hein, donc il n'y a pas de souci, qui est en effet ADP. En parallèle, on a eu malheureusement, du coup, donc on avait un prévisionnel qui était de déployer la paye entre juin et décembre pour qu'elle soit opérationnelle au 1er janvier. On a malheureusement eu la malchance d'avoir en fait notre éditeur de paye, donc l'éditeur du logiciel avec qui on travaillait, qui a souhaité en effet résilier par anticipation notre contrat. Et donc, nous a un peu contraint, du coup, en effet, à faire un sprint sur le projet, car il fallait absolument qu'on puisse sortir notre première paye externalisée au 31 octobre. Donc, non seulement vous externalisez la paye, mais en plus, vous le faites en 4 mois. Donc, pas très sympa l'éditeur, on ne va pas le citer, mais pas très sympa. Absolument. Après, du coup, ça nous a contraint, en effet, de fonctionner plutôt sur un démarrage un peu en mode dégradé, pour pouvoir, dans un premier temps, se focaliser sur l'urgence première, qui était en effet sortir un bulletin de paye
le plus conforme possible. Et là, grand coup de chapeau aux équipes qui nous ont accompagnés là-dessus et donc aux gestionnaires de paye qui, elles, se sont complètement mobilisés là-dessus pour nous permettre, en effet, de pouvoir réussir à sortir une paye à compter du mois d'octobre. Alors là, même question, c'est les gestionnaires qui ont été, donc Ineris, qui ont été impliqués dans le projet, et vous les félicitez. Mais en fait, finalement, derrière, ils ont perdu leur emploi. Vous avez fait quoi de ces gestionnaires? Il y a beaucoup de choses à faire au RH, donc comment elles n'ont pas perdu leur emploi. Non, pas du tout. Hein. Comme le précisait tout à l'heure, donc le premier témoin, on est plutôt parti sur une vision où on a été extrêmement transparent dès le départ. Dès le départ, on avait la volonté, dans un premier temps, c'était en effet de les associer au projet, parce que derrière, elles allaient continuer à rester, entre guillemets, interlocutrices des futurs prestataires avec qui allaient être en charge de la paye. Et donc, elles ont été très tôt initiées en fait au projet. Elles ont participé aux différents appels d'offres. Elles ont participé au choix. Elles ont participé à la mise en place justement également du RACI, hein, déterminer qui fait quoi, quels seront les livrables, quels seront les contrôles, quelles seront les opérations qu'elles devront toujours faire et les opérations qui vont relever de la compétence du fournisseur externalisé. Donc, non, elles ont conservé leur emploi. Une des personnes en effet partie, 2 personnes sont parties en retraite. Et aujourd'hui, par contre, l'équipe de GRH s'occupe toujours des missions de la gestion du personnel, la gestion des compétences, la gestion des talents en interne, et après également tout ce qui est le contrôle, qui n'est pas forcément simple et qui fait partie aujourd'hui, en effet, intégrante de leur mission. Ok, alors si c'était à refaire, vous m'aviez dit, de toute façon, si c'était à refaire, déjà, je mettrais plus de personnes sur le projet. Oui. Mais globalement, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, je pense que oui. Un point qui est important, comme on le précisait tout à l'heure, c'est en effet associer toutes les compétences au projet. On avait une équipe projet dans laquelle participaient donc les GRH, l'informatique également. Une personne en fait des services informatiques qui était dédiée au projet, qui a pu nous accompagner et nous aider notamment dans la phase de mise en œuvre et de déploiement, parce qu'il y a pas mal d'interactions et pas mal d'interfaces finalement à faire. Peut-être des interfaces qu'on avait peut-être un petit peu minimisées, et là c'est pareil, il faut, je pense en effet, ne pas minimiser la partie informatique de ce type de projet. On externalise en effet, mais finalement on externalise des workflows, on externalise du contenu qui va passer, qui va circuler au travers de systèmes informatiques dans lesquels, en effet, tous doivent être bien compatibles et fonctionner en parfaite symbiose. Autre point, oui, si c'était à refaire, on prendrait plus de temps, on se donnerait le temps finalement de déployer ce projet et peut-être de le faire un peu plus sous forme d'un marathon que d'un sprint. En tout cas, petit conseil, c'est vrai, c'est que dans les contrats, dans les négociations des contrats avec vos éditeurs ou vos prestataires, il est toujours très, très important de prendre du temps pour négocier les ruptures de contrat, la fin des contrats, justement pour éviter des positionnements un peu hard de certains éditeurs et que ça vous laisse le temps finalement d'avoir le bon niveau de réversibilité. Et c'est souvent le sujet qui est assez peu abordé, les niveaux de résiliation. Merci Gaëtan. On pourrait en parler parce que c'est passionnant, hein, on pourrait en parler toute l'après-midi. Merci à nos 2 témoins. Je vais donner la parole juste à Sandrine pour peut-être conclusion. Après, je reprendrai la parole. Mais Sandrine, justement, sur un peu, finalement, si tu avais à conseiller les personnes, les clients, les prospects qui commencent à se dire, bah, tiens, j'aimerais bien y réfléchir à cette externalisation, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Donc, comme ont pu dire Nathalie et Gaëtan, hein, déjà, le projet du BPO, ce n'est pas un projet IT, comme on a pu le voir, c'est un projet vraiment global de la transformation sur de nombreuses facettes. Donc, déjà, il y a une importance à se poser toutes les bonnes questions en amont et sur différentes facettes. Déjà, qui va être les acteurs qui vont être impliqués dans le projet. Comment je les fais participer à ce projet? Il y a également aussi donc 4 axes qui sont aussi à étudier, qui vont être les axes outils. Quels sont les impacts, comme disait aussi tout à l'heure Nathalie, donc l'IT, la DSI aussi impliquée par rapport à toutes les interfaces qui vont être intégrées.
on va avoir aussi toute la notion qui va être l'usage et le métier. Donc déjà, est-ce que mes processus sont adaptés en fait à cette transformation au niveau du BPO? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour accompagner du coup mes équipes dans cette transformation? Et l'axe organisation, donc c'est-à-dire demain, qu'est-ce que je vais faire de mon équipe qui est en place? Comment je les accompagne sur ce projet? Comment je change aussi peut-être leur métier, qui est toujours en fait un point central au sein de l'entreprise avant mon mode d'externalisation. Et après, il y a aussi un point qui est important, c'est quand même aussi la culture de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est prête en fait à externaliser une fonction? Est-ce qu'il y a déjà d'autres services qui ont externalisé des fonctions, par exemple la finance? Est-ce qu'il y a déjà en fait cette transformation qui est déjà opérée au sein de l'entreprise? Donc, il faut aussi prendre en compte toute cette partie-là. Donc, comme on dit, hein, c'est vrai qu'avant de se lancer, on sait, enfin, par expérience, on a 80% de la réussite d'un projet en fait, d'externalisation qui réussit si la préparation de phase amont est bien préparée. C'est-à-dire, si on s'est posé les bonnes questions que je viens de vous citer, est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est dans l'ADN de mon entreprise? Et que toutes les clés soient bien liées en fait, et réunies pour pouvoir réussir ce projet. Donc, vraiment, avant de se lancer, comme on a eu les retours d'expérience, c'est des marathons, il faut les préparer, hein, il y a un entraînement à faire. Donc, on est vraiment dans cette facette-là. Donc, bonne préparation, se faire accompagner, se poser toutes les bonnes questions pour pouvoir se lancer sereinement sur un projet d'externalisation. Eh ben, c'est parfait pour une conclusion. C'est vrai qu'on dit souvent que 80% de la réussite d'un projet se déroule dans les phases amont, et c'est vrai. On va clôturer cette table ronde. Merci à nos deux témoins. Merci Nathalie, merci Gaëtan, merci Sandrine. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez en effet ces réflexions en cours. Et puis Alexis, merci pour ton intervention. N'hésitez pas à aller voir au moins le contenu de l'étude Xerfi, très intéressant. Donc, merci, on essaiera d'en refaire une après avec éventuellement d'autres témoins. Merci pour vos questions aussi, puisque maintenant on va y répondre. On a déjà pas mal de questions là, qui sont arrivées. Et puis, écoutez, on va les prendre une par une. Et puis, merci aussi à Fédia qui nous a organisé cette table ronde, qui est la responsable com chez Altea. Merci à tous et on va commencer à attaquer les questions. Je vais répondre. Vous avez raison, c'est une vraie question parce que le BPO n'est pas la solution unique, hein, ce n'est pas la meilleure solution, comme le CSP ou les différents types de CSP. En fait, chaque organisation, chaque type de métier, chaque culture a finalement une organisation adaptée. Et donc, il est très important d'avoir une analyse et un diagnostic extérieur de votre organisation et d'identifier les scénarios d'évolution. Et parmi ces scénarios, on peut avoir un scénario d'externalisation de tout ou partie de la paye. Je vois Sandrine hocher de la tête, mais tu aurais répondu la même chose, je pense. Tiens, je vais te donner la parole, une question qui est dans la foulée. Peut-on externaliser en plusieurs étapes? Tu as un peu répondu, mais est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce qu'on peut le faire en étapes ou on est obligé de faire le Big Bang? Oui, alors tout à fait, oui, c'est une bonne question. On peut externaliser en plusieurs étapes, puisque comme on a vu, on a différents types en fait, d'externalisation. Donc déjà, on va voir l'outil, si l'outil n'est pas encore externalisé. Après, on peut aussi externaliser certains processus. Donc, on peut très bien commencer par les arrêts de travail pour déjà se familiariser avec ce nouveau process d'externalisation et de travailler avec un prestataire, pour après basculer vers une externalisation complète de la fonction paye. Et on l'a vu aussi hein, sur l'externalisation, on peut avoir une externalisation qui peut être aussi temporaire, donc c'est-à-dire qu'on peut très bien externaliser sur des périodes qui sont un petit peu plus chargées selon son activité, la réalisation de sa paye, ou alors pour un remplacement provisoire d'un collaborateur par son prestataire qui va réaliser la paye. Donc oui, on peut le faire en plusieurs étapes, mais voilà, il n'y a pas de scénario, comme on a vu, en fait, qui était plus ou moins adapté. Après, tout va dépendre de l'entreprise, de sa maturité et de votre organisation également en interne.
Une autre question, alors il n'y a pas une autre question concernant la Belgique. Est-ce que les entreprises ne sont-elles pas obligées de passer par ce qu'on appelle en effet un service bureau, ou en tout cas un secrétariat social? Oui, oui, évidemment, ils sont obligés. Et donc, c'est le taux d'externalisation le plus élevé, je pense, en Europe. Mais et clairement, en discutant avec pas mal de cabinets ou de sociétés belges, clairement, elles sont très contentes finalement de cet axe-là, puisque ça leur permet finalement de se concentrer sur le développement des talents sur la partie RH. Mais oui, vous avez raison, c'est une obligation en Belgique. Autre question d'Arthur, de votre expérience, pensez-vous qu'il y a une durée moyenne d'un projet de BPO? Alors j'aimerais bien, j'aimerais bien passer la parole à Nathalie mais allez, je vais passer, d'après vous, c'est quoi la durée moyenne d'un projet de la taille de votre société, hein, de Léo Pharma ou d'autres, hein, parce que vous avez vécu d'autres expériences. C'est quoi la taille qu'il faut estimer? Est-ce que c'est 4 mois comme avec Gaëtan? Non, je provoque un peu. Vous voulez y répondre, Nathalie? Est-ce qu'il y a une Oui, durée moyenne? volontiers. Est-ce qu'on peut… Volontiers. Alors, la taille de l'entreprise, on parle d'environ, en termes de volumétrie, 650 à 700 bulletins de paye par mois, avec multisite et je l'évoquais, une paye relativement complexe. Je dirais aux alentours de 9 mois. Pour une durée, hein. On était parti sur 6 mois, je pense que 8-9 mois, c'est plus raisonnable. Et il y a la durée qui est importante et après, il y a le moment où on positionne dans l'année. Vous avez des options et il faut évaluer avantages, inconvénients, à le faire en cours d'année, en milieu d'année, pour ne pas être dans les opérations de clôture. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une reprise de données versus le faire en début d'année, où là, vous n'avez pas de reprise de données, vous démarrez votre année avec le mois de janvier, mais vous avez aussi toutes les opérations de clôture qu'on connaît bien en RH. Donc voilà, brièvement ma réponse. Vous allez garder la parole parce qu'il y a une question qui est intéressante. C'est qui les sponsors de ce type de projet? Alors, je pense que… et puis, je vais passer la parole à Gaëtan. Qui était le sponsor finalement du projet OneHR? Et après, on passera la parole à Gaëtan. Alors, ça ne fait pas débat. Pour moi, c'est très simple. C'est un projet d'entreprise qui fait partie intégrante de la stratégie de transformation du groupe. Donc, elle doit être portée au plus haut niveau de l'entreprise. Ça commence par le CEO, ça commence par le board et c'est décliné dans toutes les filiales. Et pour la France, au sein du comité de direction, par le président, relayé par les membres du comité de direction et par moi-même, la DRH, notamment auprès des instances représentatives du personnel également. Gaëtan, vous voulez réagir par rapport au sponsor? Et puis après, je vous donnerai un peu la vision de ce que l'on voit, nous, chez Altea. Oui, je suis assez d'accord, en effet, hein. C'est un projet d'entreprise tout à fait qui est piloté et qui est managé par la direction des ressources humaines, forcément. Mais c'est un projet d'entreprise et il faut le voir, en effet, avec une vision globale. Une vision globale des changements et des évolutions qui vont intervenir. Alors, de notre côté, on voit progressivement des DAF, donc des directions financières qui rentrent dans ce cadre-là en tant que sponsor. On le voit de plus en plus, particulièrement sur des entités internationales américaines et qui ont leurs entités en France. Et on voit de plus en plus des DAF qui prennent le sujet en main. Voilà, ça monte progressivement. Je vais laisser aussi la parole à nos deux témoins, puisqu'il y a une question sur les influenceurs négatifs. Alors, c'est marrant ces deux termes, mais voilà, les potentiels influenceurs négatifs dans les organisations dans le cadre de ces projets. Je peux répondre. Allez-y. Si on est très, très, très objectif, quels sont les influenceurs ou les personnes, en tous les cas, les plus impactées dans ce type de projet? Moi, je vois bien évidemment, en premier titre, les gestionnaires paye, les personnes qui ont en charge la paye et dont on va externaliser une partie des activités. Je vois les collaborateurs, qui sont les clients directs. Et puis, je vois également les partenaires sociaux qui vont s'intéresser au projet, à la vie de l'entreprise et éventuellement aux impacts sur l'emploi. Donc, ce sont trois acteurs, trois parties prenantes qu'il faut vraiment considérer et auprès de qui eh bien, il va falloir communiquer de manière très transparente. Il va falloir faire preuve de pédagogie et puis d'accompagnement en ce qui concerne les équipes RH à ce changement.
Voilà. Gaëtan? Oui, il s'agit en fait de tous les freins au changement classique, hein. On est vraiment plutôt dans cette organisation-là où forcément on peut avoir des blocages, même s'ils sont parfois minoritaires, on peut avoir des blocages, des a priori, beaucoup de ressentis, et donc la partie justement conduite et accompagnement au changement est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. D'autant plus, on parlait tout à l'heure notamment de la question de délai. Prendre du temps en amont et puis prendre du temps pour déployer et développer ce projet, ça permet aussi d'éviter de partir un peu en catastrophe avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes qui sont aussi des leviers négatifs, entre guillemets, pour adhérer au projet. Donc, j'aurais tendance à dire, pour moi, l'élément principal, lui, derrière, c'est le frein au changement. Oui, alors de notre côté, quand on travaille très en amont avec les entreprises justement sur leur projet d'externalisation ou en tout cas d'évolution de leur organisation, on peut imaginer, c'était le cas il y a quelques années, que les IRP donc, ou les syndicats pourraient être des influenceurs négatifs, mais finalement assez peu. Ils ont beaucoup moins de poids qu'il y a encore une dizaine d'années. Par contre, le frein que nous, on constate, c'est que chez certains projets, finalement, on met beaucoup trop de temps à expliquer aux personnes qui vont être impactées, entre autres les gestionnaires, ce que l'on prévoit pour eux. On va leur demander d'étudier très en amont, avant même de rentrer dans le projet, mais très en amont. Des fois même, on fait une étude de cadrage sans leur en parler. Et puis, ça arrive comme ça. Et puis on n'a pas prévu de leur expliquer que voilà, on compte sur eux, mais voilà comment on les projette. Et je pense que, évidemment, ça génère du frein parce que ça génère de la peur. Comme tout changement, le premier sujet, c'est « ouais, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir ?» Et c'est tout à fait naturel. Et nous, ce que l'on conseille, c'est OK, on peut prévoir de travailler sur une orientation autour du BPO, mais en parallèle, il faut absolument identifier ce que l'on va prévoir en termes de communication, mais au-delà de la com, parce que ça, c'est l'apparat, mais surtout se dire pour toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on leur propose? Et d'être hyper clair. Est-ce que c'est de la reprise de personnel par le prestataire? Est-ce qu'au contraire, on va les former pour attaquer des sujets plus talents? Est-ce qu'on va les réorienter dans l'entreprise? Et donc, c'est là où nous, on constate qu'il y a le plus de freins dans les entreprises, dans ces projets-là, parce que c'est ce moment-là où il faut un courage managérial et ce n'est pas toujours le cas. Et donc, pour moi, c'est le plus grand danger de ces projets-là, c'est de ne pas donner de visibilité à ceux où on va demander de s'investir dans ce projet. Donc, c'est quelque chose d'assez hallucinant. On leur demande de s'investir, mais d'un autre côté, on ne les projette pas. Donc, c'est ce que l'on constate, nous. C'est un des points à traiter très en amont. On va traiter une dernière question. J'ai vu une question sur le RGPD. La RGPD, pardon. Est-ce que le RGPD, alors je crois que c'est là, pourrait être un frein au BPO de la paye au vu de la sensibilité des données externalisées? En tout cas, sur nos projets, après je passerai la parole à nos témoins et aux autres experts, mais sur nos projets, ce n'est pas obligatoirement un frein. C'est quelque chose, de toute façon, dans tous les cas, externalisation, refonte de SIRH. Aujourd'hui, dans tous nos projets, on doit faire attention à la RGPD pour voir si notre SIRH est compliant, nos process sont compliant. Donc, on est impacté, quels que soient les métiers, sur la RGPD. Mais ce n'est pas plus un frein. C'est quelque chose c'est une contrainte, en tout cas dans un premier temps, qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, ça, c'est notre vision. Qui veut prendre Nathalie, est-ce que ça a été une contrainte particulière? Non, non du tout, parce qu'il se trouve que c'est une des seules activités qui était déjà, avant le RGPD, sous contrôle, réglementée et cadrée. Il y avait déjà des accords avec tous les prestataires et les prestataires de paie, déjà des accords sur la confidentialité des données, sur les données sensibles. Donc finalement, là, c'est venu s'intégrer, mais c'est absolument pas un frein et c'est extrêmement cadré en général. Alors, on a la chance d'avoir un juriste, Gaëtan, vous allez réagir. Faut pas oublier de le formaliser, surtout, c'est surtout ça l'élément essentiel, je pense. Pour les gens qui ont démarré ce marché comme nous à l'INERIS avant le RGPD, forcément, il faut passer par avenant et puis réintégrer un certain nombre de clauses et d'obligations contractuelles qui n'étaient pas prévues initialement, même si le cadre réglementaire, bien entendu, en tant que tel, est censé s'appliquer. Mais après, non, je le vois pas non plus comme un frein
De toute façon, il sera de la responsabilité du prestataire de se conformer à la réglementation et à charge pour nous éventuellement d'effectuer un certain nombre de contrôles ou de nous en assurer, notamment au travers de nos contrats. Super, on va s'arrêter là. Merci, merci à vous quatre de cette participation, de ces échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous allez avoir un lien de replay, donc vous pouvez le revoir, vous pouvez le partager, vous pouvez nous commenter aussi hein, sur notre page LinkedIn si vous avez aimé. Le faites pas si vous n'avez pas aimé. Merci beaucoup de cet échange et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et au revoir. Merci, au revoir.